Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche, je vais longuement évoquer la question des personnels médico-sanitaires. Davantage de la polémique qui semble, ces polémiques qui a opposé le ministère de l'Enseignement supérieur au ministère de la Santé publique. Ces personnels donc, à côté de ceux-là, il y a l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur qui est donc au cœur de ce débat-là. On en parlera tout au long de cette émission, je l'ai dit, avec le secrétaire exécutif national de l'ANIPES. Mais vous le savez, face à l'actu, c'est davantage les sujets et reportages tels que observés tout au long de la semaine par la rédaction de STV sous le prisme du commentaire de l'analyse de l'invité. L'invité de ce dimanche n'est nul autre que Gabriel Raoul Djankou Kuissi. Il est donc le SEN ANIPES. Bonsoir, M. Djankou. Bonsoir, M. Dipita, et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne STV. Merci d'être là ce soir pour évidemment donner un ensemble d'éléments à nos téléspectateurs, une grille de lecture pour savoir ce qu'il en est de votre secteur. Mais je voudrais rapidement rappeler qu'entre autres sujets sur lesquels on va revenir, il y a eu la séance de travail entre le président de la République et Emmanuel Macron, c'est en France, dans le cadre des Jeux Olympiques. Il y a cette polémique autour des délégations africaines, pléthoriques davantage à cause des encadreurs et très peu d'athlètes. Le conseil de cabinet de juillet qui interpelle les fonctionnaires, la question du foncière pour laquelle le ministre d'État, SGPR, a demandé à la gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête. Bref, on en parlera tout au long de cette émission. Pour revenir à vous, Monsieur Djankou, peut-être d'abord, essayez de comprendre comment est structurée votre association, comment est-ce qu'elle est organisée. Merci. L'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur a été constituée le 3 mars 2023 au Palais de Congrès sous les auspices du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc c'est une décision qui a été prise par un certain nombre de petites associations de promoteurs qui écumaient le triangle national, mais la décision est venue, la volonté et la décision de se mettre tous ensemble désormais. Et l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur regroupe ou a vocation à regrouper les 500 IPES qui sont légalement autorisés à fonctionner au Cameroun. Et nous avons donc la lourde mission de conduire en tant que secrétaire exécutif national les principaux objectifs de cette association qui aujourd'hui a 14-15 mois d'existence. Le bureau national, il a des démembrements locaux? Ouais, le bureau national est composé avec à sa tête le président, le professeur Paul Cui, souffrant en ce moment, nous lui souhaitons prompt rétablissement, avec 4 vice-présidents. Et ensuite, il y a les 10 représentations régionales. Dans chaque région, nous avons des bureaux de coordination régionale, avec à sa tête des membres élus. Voilà, donc, comme je vous disais, grâce à la politique du chef de l'État de pouvoir élargir les possibilités de formation des jeunes à travers le Cameroun. Aujourd'hui, on peut trouver des institutions privées dans toutes les régions, dans tous les départements et presque même dans beaucoup d'arrondissements. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on compte à peu près 100 à 160 000 étudiants régulièrement inscrits dans les IPES au Cameroun. Sur les 500? Non, 160 000 étudiants inscrits dans les IPES. Ah, d'accord. Sur les 650 000 étudiants régulièrement recensés au Cameroun. D'accord. Alors, cela dit, comment organiser la formation des personnels infirmiers dans ces IPES? Alors, il faut dire d'entrée de jeu que les IPES bénéficient d'une autorisation du ministre de l'Enseignement supérieur pour exister en tant qu'IPES. Et cette autorisation est appuyée par le sceau ou le visa de la primature. Ensuite, lorsque vous êtes IPES, vous voulez donner des formations dans le secteur médico-sanitaire, vous devez bénéficier également d'une autorisation spécifique qui fait en sorte qu'il y a d'abord une mission du ministère de l'Enseignement supérieur dans laquelle se trouve un docteur agréé
qui fait la descente dans les institutions privées d'enseignement supérieur pour évaluer les infrastructures, l'expertise et les capacités de formation de cet institut. Et c'est à l'issue de cette démarche, qui souvent peut prendre des mois, que l'institut privé est autorisé à délivrer des offres, des formations dans le secteur médico-sanitaire. Alors, selon la loi, pour être infirmier au Cameroun, il faut être un diplômé d'État. Alors, selon la loi, effectivement, il faut être un diplômé d'État ou titulaire d'un autre diplôme jugé équivalent. Okay. Dans la loi, le décret de 1980, en réalité, sur lequel les gens s'appuient pour pouvoir déclarer l'illégalité des IPS, du BTS en médico-sanitaire, est partiellement expliqué aux auditeurs, aux parents et aux étudiants. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons ce soir à apporter des précisions sur la nature même de ce décret et sur les effets et sur la légalité même de notre formation, parce qu'on ne peut pas taxer les IPS d'illégal, on ne peut pas taxer le BTS en soins de santé d'illégal. C'est un diplôme qui est régulièrement donné. Les autorisations sont données, je vous ai dit, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les programmes de formation sont établis par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le régime d'évaluation est supervisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est les chanceliers des ordres académiques qui signent les diplômes, soit l'attestation, soit les relevés, soit le diplôme final. Donc, vu de ce point de vue, nous ne pouvons pas estimer que le BTS soit illégal. Alors, vous dites que la loi est partiellement expliquée à l'opinion. Quelle est la partie partielle qui n'est pas dévoilée? Alors, le décret de 1980, dont se targuent les autres, il est prévu que ce sont les titulaires de BEPC ou de probatoire qui sont à la base recrutés pour faire ce concours. Ensuite, ce concours ne permet pas, en réalité, à ceux qui auront fait les 2 ans, 3 ans de formation, d'accéder à la formation supérieure. Donc, les formations qui sont du ressort du ministre de l'Enseignement supérieur. Parce que, de par le décret de 2005 organisant le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur a une compétence générale pour la formation professionnelle, académique, après le bac au Cameroun. Donc, de ce point de vue, comme je vous ai dit, on n'explique pas suffisamment et les gens, pour d'autres raisons, que j'expliquerai, je l'espère, tout au long de cette émission, ont décidé de déclarer illégal le BTS. Et nous pensons que le BTS n'est pas illégal et que nous allons continuer à donner nos formations, quitte à changer le nom, puisque c'est ça qui fait aussi polémique, parce que le BTS est donné en 3 ans. Okay. Les gens voudraient que ce soit une licence professionnelle en sciences de la santé. Nous n'avons aucun problème à cela, mais il n'est pas question de retirer aux IPS les autorisations de formation. Et il n'est pas question de remettre en question la formation de plus de 26 000 à 30 000 jeunes qui ont été formés ces 4 dernières années et qui ne sont pas admis à l'ordre au motif qu'ils seraient dans l'illégalité ou que même la qualité de la formation est remise en cause. Donc nous allons expliquer tout cela tout au long de cette émission. Alors, cela dit, mettons dans les pieds dans le plat, qu'est-ce qui fait problème fondamentalement autour de cette question-là, de la formation dont vous venez de parler? Qu'est-ce qui fait problème au sujet du BTS en soins infirmiers, pour être précis? Pour être précis, il faut dire qu'aujourd'hui, les gens déclarent à fort campagne de publicité dans les réseaux sociaux et partout que le BTS est illégal et demandent aux parents et aux étudiants de ne plus s'adresser aux IPS pour cette formation parce que c'est dans l'illégalité et que bien que formés par les IPS, ils n'ont aucune chance de se faire enregistrer à l'OPMS et donc d'exercer en tant qu'infirmier ou sage-femme ou technicien de laboratoire au Cameroun. De plus, les étudiants des IPS ne sont pas admis dans les centres dans les hôpitaux publics pour l'exercice de leur stage pratique. Et pire, comme je vous ai dit, il y a une grande campagne qui est menée, souvent avec le logo du ministère de la Santé, pour déclarer illégal un BTS qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous pensons qu'il y a un problème sérieux qui nuit d'une part à
à la paix sociale, puisque 30 000 étudiants qui sont dans cette situation et que d'une manière irresponsable, des gens se mettent à déclarer que le BTS est illégal. J'espère qu'ils s'imaginent des conséquences éventuelles d'une telle déclaration, d'où je parle d'une irresponsabilité. La deuxième chose, c'est que ces déclarations vont d'un constat qui n'est pas exact. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le ministère de l'Enseignement supérieur est dans son droit et dans son rôle d'organiser les formations professionnelles sur la base de son décret, du décret de 2005 qui organise l'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'il y a, le problème est totalement ailleurs. D'accord. Et vous me direz certainement à quel niveau, mais tout à l'heure, le temps de prendre le premier reportage. Rassurez-vous, je vous dirai où se trouve le problème. De l'émission, on va tout de suite aller, du moins, comprendre cet élément qui fait place à la sortie du président de la République. On l'a dit en début de semaine, Paul Biya s'est rendu en France pour prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui se déroulent à Paris. Suivez plutôt ce qu'on en disait. Hasard de calendrier ou symétrie des événements, Paul Biya et Emmanuel Macron en tête-à-tête à Paris ce 26 juillet, comme ils l'ont été 2 ans exactement à Yaoundé, c'était le 26 juillet 2022. Au cours de cet entretien de travail, les présidents de la République française et du Cameroun ont revisité les échanges bilatéraux, notamment dans les domaines culturels, économiques et agricoles. Lors du passage d'Emmanuel Macron au Cameroun, la déclassification des archives avait été évoquée pendant la conférence de presse donnée par les 2 chefs d'État. Ce 26 juillet, le travail de la commission mixte a particulièrement été salué par les présidents des 2 républiques. Comme on peut lire sur la page de l'Élysée, Emmanuel Macron a redit la nécessité pour les chercheurs d'avoir accès le plus largement et librement possible aux archives pour leur permettre de remettre leurs rapports dans les meilleurs délais. Paul Biya, le président de la République, est à Paris en France depuis le 24 juillet dernier. Il répond ainsi à l'invitation de son homologue français et au président du Comité international olympique à prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024. Rappelons que le Cameroun est avec 6 athlètes et on attend toujours la première médaille de notre pays, qui c'est peut-être dans les prochaines heures. Cela dit, revenons à notre invité. Je l'ai dit, Gabriel Raoul Djanko Kwisi est le secrétaire exécutif national de l'Association nationale des instituts privés de l'enseignement supérieur. Vous disiez tout à l'heure qu'en ce moment, il y a une campagne qui est menée par des personnes avec le logo du ministère de la Santé. Ça veut dire que cette campagne n'est pas faite par le ministère. C'est ce que vous sous-entendez. Bon, nous voulons croire que ce n'est pas fait par le ministère de la Santé publique. Je sais le ministre Malaoud suffisamment républicain. Et d'ailleurs, il a pondu une déclaration qui nous a plu au lendemain d'une déclaration au lendemain d'une sortie que nous avons réalisée le 4 juin à Yaoundé pour dénoncer effectivement ces faits, le fait que nos jeunes diplômés n'étaient pas admis à l'OPMS, le fait que les stages n'étaient pas autorisés dans les hôpitaux publics et le fait qu'il y avait cette campagne. Il avait lancé un appel au calme en disant qu'il y avait une concertation interministérielle qui devait apporter des solutions pour régler cette question. Donc nous sommes totalement en phase avec lui, tout comme nous sommes en phase avec notre ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, qui depuis le début s'est engagé très personnellement à trouver une solution. Et nous pensons que les solutions sont proches. Nous faisons confiance au gouvernement de la République pour s'attaquer à cette situation afin que nous puissions, nous, IPES, et également au ministère de la Santé, préparer la rentrée en toute sérénité. Nous sommes confiants, le pays fonctionne, les institutions fonctionnent et je pense que c'est grâce à quand il y a ce genre de situation que l'on montre le gouvernement montre qu'il est effectivement en place et nous avons totalement confiance. Alors vous disiez à l'instant qu'entre l'ordre des infirmiers et personnels médico-sanitaires et vous, ce n'est pas forcément l'oreille douce. Et d'ailleurs, ils ne sont pas favorables à ils sont contre la délivrance des diplômes tels que vous le prévoyez. Comment vous appréhendez cette position-là ? Alors, il faut préciser qu'aucun IPES ne délivre de diplôme. Les IPES fonctionnent, comme je vous ai dit tantôt, sur la base des autorisations du ministre de l'Enseignement supérieur, sur la base des programmes élaborés par le ministère de l'Enseignement supérieur, sur la base des évaluations organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Non, nous ne délivrons pas de diplôme puisque c'est le ministre d'État, chancelier des ordres académiques, qui délivre les diplômes à l'issue d'un examen national qu'on a appelé le BTS ou le HND. Voilà. Non, nous ne délivrons pas de diplôme. Je vous ai dit qu'il se trouve qu'il y a une interprétation partielle et souvent partielle de la législation en cours. Et déjà, elle est vieille puisque c'est des affaires de 1980. Il est question d'harmoniser, de nettoyer cette législation. Et puis, si on va aller dans la législation, prenons au niveau international, la Convention de Bologne de 1980 a institué la professionnalisation dans le système LMD. Le système LMD, c'est licence, master doctorat. Doctorat, absolument. Bon, il n'est pas possible que le ministère de l'Enseignement supérieur puisse s'interférer dans le système LMD, puisque ce n'est pas de sa compétence. Je vous ai dit, la loi de 1980, le décret de 1980 disait que c'était pour les BEPC et les probatoires. Bon, il était dans son rôle lorsqu'il formait, et cette loi dit également que c'était pour former des fonctionnaires. Donc, ils sont dans leur rôle s'ils veulent prendre des gens de BTS, de BEPC ou de probatoire pour en faire des fonctionnaires. C'est ce que le décret de 1980 dit, et c'est ce qu'ils ne disent pas suffisamment aux gens. Nous, par contre, nous disons, nous ne sommes pas dans l'illégalité, même s'il ne nous appartient pas de le dire, de le clamer, mais nous pensons plutôt aux 30 000 étudiants qui sont concernés, que nous avons formés et qui sont concernés, qui sont soucieux, les parents qui sont soucieux, et nous pensons qu'il est important que nous puissions leur donner un message sur le sens de notre présence ici aujourd'hui, pour les rassurer que tout s'est fait dans la stricte légalité républicaine. Tout a été organisé selon les textes et les règlements de la République, et que s'il y a problème, ce n'est pas à voir au niveau de la légalité de ce processus, ni à la légalité des diplômes décernés, mais c'est une affaire qui, je vous ai dit, d'interprétation d'une part, et puis il y a un juge de la légalité au Cameroun, il y a un juge de la constitutionnalité, le ministère de la Santé peut le saisir pour s'assurer. Peut-on exercer au Cameroun, peut-on être infirmier sans être inscrit à l'ordre? On peut être formé comme infirmier, comme sage-femme, mais pour exercer, d'après le texte de 1984, il faut être inscrit à l'ordre. Mais vous le savez très bien, très peu sont effectivement inscrits à l'ordre, que ce soit ceux qui sont formés dans le circuit du ministère de la Santé et que ceux qui sont formés. Alors il faut préciser, M. Dipita, que l'interdiction de l'inscription à l'ordre pour les étudiants des IPES, cette interdiction est récente. Parce que le BTS existe. Elle est récente. D'accord. Le BTS existe depuis 2005, en santé, depuis 2005. Et depuis jusqu'en 2021, les étudiants formés dans les IPES étaient automatiquement admis à l'ordre. Donc cette décision est récente, mais pour des raisons, comme je vous ai dit, qui ne sont ni juridiques, ni académiques, parce que des fois, ils se réfugient sur la qualité des formations que nous donnons, mais qui se basent sur d'autres raisons que nous aurons l'occasion, je l'espère, de dévoiler tout à l'heure. Alors, en même temps, on sait également qu'il arrive souvent dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, des polémiques autour de la prise en charge, autour de l'administration des soins, des faiblesses du personnel. Quelle appréciation faites-vous de la formation réelle, je ne veux pas dire la compétence, mais de ces infirmiers que vous mettez sur le marché, que vous proposez à ces structures? D'une manière générale, la formation est bonne. D'accord. Elle devrait être excellente. Mais pour cela, il faut que tout le monde joue sa partition. Au niveau des IPES, en tout cas, au niveau de l'ANIPES, notre premier objectif, c'est la qualité. Promouvoir la qualité de nos offres de formation à travers les infrastructures, à travers les laboratoires, à travers l'expertise. C'est notre premier objectif. Donc, nous accompagnons en cela le ministère de l'Enseignement supérieur qui met un accent fort sur la qualité, on appelle ça assurance qualité. Donc nous sommes totalement en phase, et même avec le ministère de la Santé qui met aussi fort accent sur la nécessité de la qualité de la formation. Donc sur ce point, pour le principe, nous sommes tous d'accord. Le problème, c'est que nous refusons que le procès soit fait uniquement aux IPES en les taxant de ne pas assurer une bonne formation. Et moi, je vous défie, M. Dipita, de descendre dans un centre de santé, de formation en santé, en soins médicaux, version MinSanté, et à un autre centre, à un IPES,
vous verrez la qualité des infrastructures et vous me direz la différence. La plupart même de ces centres de santé agréés par le ministre de la Santé, des centres de formation en soins médico-sanitaires agréés par le ministère de la Santé, viennent de former leurs apprenants dans les IPES. Parce que la qualité de la formation, la qualité des infrastructures est largement meilleure. Vous voulez dire que dans le secteur privé, les structures sont mieux équipées, tout à fait, mieux entretenues que le secteur public? Je le confirme et de la manière la plus ferme. Je crois qu'on va répondre à votre invitation d'aller vérifier ça sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai avec moi d'ailleurs quelques photos qui montrent d'ici et là les laboratoires de formation dans les IPES du Cameroun. Que ce soit à Bafoussam, à Douala, Yaoundé, Garoua. Je peux vous montrer des photos des centres, des IPES qui forment en matière de santé. Oui, il y a quelques IPES qui ne sont pas au standard, c'est normal. Ceux-là, on les aide à se mettre à niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons fait même des conventions avec des banques pour pouvoir accompagner les IPES qui ont des difficultés de mise à niveau pour se conformer. Donc, nous sommes conscients qu'il y a un travail de relèvement du niveau, de mise à niveau aux standards nationaux et internationaux, mais ce n'est pas pour autant que tout est mauvais, d'une part, et ce n'est pas pour autant qu'on ne va jeter le pauvre que sur les institutions privées d'enseignement supérieur, parce qu'en face, si on faut parler ainsi, je ne pense pas que ce soit mieux. Alors, quels sont les débouchés, les passerelles académiques d'un étudiant formé à l'IPES? Alors, elles sont plus ouvertes. Alors, l'un des enjeux de la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'il y a une diminution criarde du nombre de jeunes qui veulent passer par le circuit du MinSanté pour se faire former comme infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire. L'une des manifestations récentes, c'est la prorogation de la date de concours par le ministre de la Santé et le changement de la date également de date de dépôt de candidature. Alors, il y a presque un affolement du côté du ministère de la Santé à cause de ce que les IPES sont plus attrayantes, parce qu'ils ont de meilleures infrastructures, je reprends votre question, parce que l'expertise, ils ont des meilleurs professeurs, et aussi, surtout, parce qu'après les 3 années de formation, ils ont la perspective de continuer en master et en doctorat. Ce qui n'est pas offerte, cette faculté n'étant pas offerte aux étudiants formés dans les écoles du ministère de la Santé. Donc, ça a plus d'attrait. Et du coup, il y a une diminution. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a contrairement à l'année passée, les candidats qui se sont manifestés pour faire le concours du ministère de la Santé sont pratiquement la moitié de ce qu'ils étaient l'année dernière. Je voudrais vous suggérer qu'on prenne le deuxième reportage de cette émission. Cette fois, on va parler de cette polémique que je l'ai annoncé tout à l'heure. Les représentants de l'Afrique, de façon singulière, les délégations sont pléthoriques, mais on y trouve davantage d'encadreurs et très peu d'athlètes. Suivez Makeda Aleki Nyotom qui est revenu sur cet état de choses au cours de la semaine. Les Jeux Olympiques remettent sur la table la problématique du nombre jugé pléthorique par certains observateurs des membres qui composent les délégations des comités nationaux olympiques venant de plusieurs pays africains. La Côte d'Ivoire, par exemple, est à Paris avec une délégation de 55 membres, dont 13 athlètes et 42 officiels. Le Gabon, pour sa part, compte une vingtaine de membres pour 5 athlètes. Donc il est important que le grand public sache comment se déroule en fin de compte des Jeux Olympiques. Il y a une première partie de gens qui sont qualifiés en fonction, qui sont accrédités, donc qui font partie de la délégation stricto sensu, et donc qui sont accrédités par Paris 2024 en étant l'entourage et les accompagnateurs des athlètes. Il y a les coachs, évidemment, chaque athlète vient avec son coach. Ensuite il y a les médecins, l'encadrement médical, et ensuite il y a ce qu'on appelle le chef de mission et ses attachés qui sont en fin de compte les chaperons des sportifs et de la délégation tout au long des Jeux. Donc pour une délégation de 5 à 6 athlètes, une petite dizaine d'athlètes, il faut compter une grande délégation d'une 30aine de personnes. Le pays hôte des Jeux Olympiques peut également inviter des membres des comités nationaux olympiques à prendre part aux événements organisés sur son territoire. Et ensuite, suite à cela, bien évidemment, la France, qui est hôte des Jeux, Paris, qui est hôte des Jeux, invite
invite et organise des événements avec l'ensemble des pays participants et notamment des ministères des sports, des autorités sportives institutionnelles, des partenaires qu'elle peut inviter le cas échéant pour venir travailler. Donc ça fait quand même des gens qui sont là. Ces explications pourront peut-être rassurer les plus sceptiques qui ne comprennent pas, par exemple, pourquoi le Cameroun est à Paris avec une trentaine d'encadreurs pour accompagner seulement 6 athlètes qualifiés. Retour sur le plateau avec l'invité du dimanche. Alors, Gabriel Raoult, le ministre de la Santé a lancé récemment, vous le savez, une campagne de sensibilisation auprès des parents. J'ai failli dire contre les IPS. Qu'en dites-vous? Oui, parce que dans le discours, dans le décret ou le communiqué radio-presse qui annonce le concours du ministre de la Santé, et dans un email qui accompagne ce communiqué, il est écrit que seules les institutions agréées par le ministère de la Santé ont compétence pour organiser, pour former les étudiants en domaine médico-sanitaire, et que par conséquent, ceux qui choisiraient d'autres chemins seraient dans l'illégalité. Donc, nous contestons, comme je vous ai dit, cette façon de voir les choses, et que nous pensons que même des fois c'est irresponsable, étant donné que c'est une pratique qui a été toujours, depuis 2008, réalisée, l'inscription automatique des enfants à l'ordre et l'exercice légal de la profession par ceux qui ont été formés dans les IPES. Comme je vous ai dit, leur attitude est très récente et est justifiée par des raisons ou des causes qui n'ont rien à voir ni avec le juridique, ni avec l'académique, ni avec la qualité de la formation. Je tiens à préciser, parlant de la qualité de la formation, que la plupart des enseignants qui délivrent les cours dans les IPES sont les mêmes qui délivrent les cours dans les centres agréés par le ministère de la Santé, et que par ailleurs, plusieurs IPES sont agréés par le ministère de la Santé publique pour donner la formation selon le curricula du ministère de la Santé. Donc c'est pour dire que le débat de la qualité est un faux débat, il n'a pas sa place ici, même s'il est vrai qu'il y a un travail à faire des deux côtés pour remettre certains centres de formation au niveau. Mais d'une manière générale, le problème est totalement ailleurs. N'empêche que vos apprenants, vos diplômés, BTS licence pro ne peuvent pas présenter des concours d'admission à la fonction publique. Comment comptez-vous aborder cette question? Quelle solution ou proposition de solution entrevoyez-vous vis-à-vis des tutelles, ministre Santé, MINSUP, pour que cette situation-là soit décantée? D'abord, M. Dipita, tout le monde n'a pas vocation à devenir fonctionnaire. Exact. Et déjà que depuis un certain temps, le ministère de la fonction publique ne recrute plus massivement dans la fonction publique, que ce soit dans la santé ou dans d'autres secteurs de la vie publique. Donc, ce n'est pas le problème d'être fonctionnaire ne se pose pas. Exact. Fondamentalement. Les jeunes qui sont formés chez nous le savent que ce n'est pas pour faire fondamentalement un concours de la fonction publique, même si certains le souhaiteraient. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est que la formation que nous donnons permet aux jeunes d'être aptes et capacités pour être de bons praticiens sur le terrain. Ils font des stages, ils sont formés pendant 3 ans, ils font des stages chaque année pendant au moins 4 à 5 mois dans les hôpitaux, que ce soit public ou privé. D'ailleurs, la plupart des IPES disposent de cliniques ou de polycliniques pour les former, comme je vous ai dit. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de remettre en cause la question de la qualité de la formation. Mais ce que vous dites aussi est pertinent. Les jeunes que nous formons sont aptes à exercer, et nous pensons qu'il n'appartient pas aux IPES de prendre des mesures de cet ordre-là pour pouvoir faire avancer l'agenda. C'est un agenda du gouvernement, mais nous défendons tout simplement ces jeunes que nous avons formés. Imaginez, vous n'allez quand même pas vous imaginer que le Premier ministre ait donné des autorisations à former aux IPES pour que les enfants après soient en l'air. Donc je pense que le gouvernement est suffisamment responsable. Donc on ne peut pas dire former les enfants en soins infirmiers, en laboratoire, en sages-femmes, et puis après, il n'y a aucun débouché, et ils sont interdits d'exercer. C'est un non-sens complet. Donc je pense que la question est très profonde, et que cette campagne qui est organisée curieusement à une certaine période de l'année, toujours à la période où il faut faire les recrutements, crée une suspicion, et comme je vous ai dit, les raisons sont ailleurs.
Alors comment comptez-vous résoudre le problème? Quelles sont les actions que vous envisagez mener pour... C'était la question en fait. Alors nous avons commencé. Okay. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons déjà eu à travailler avec l'OPMS. Nous avons assisté à des réunions appelées par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous continuons des discussions avec l'ordre, avec le Copromès, avec toutes les parties impliquées. Donc, nous avons une série de propositions de solutions qui vont du juridique à l'académique et même au social. Sur le plan juridique, nous pensons que les textes régissant la formation médico-sanitaire au Cameroun doivent être actualisés et harmonisés. Les textes dont se prévalent le ministère de la Santé et les structures attachées datent de 1980-1984 et ne s'accommodent plus des réalités récentes de l'évolution du monde dans la matière. C'est en 1999 que la Convention de Bologne professionnalise l'université et introduit le système LMD. C'est en 2005 que l'on crée le ministère de l'Enseignement supérieur qui n'existait pas au moment où on a pris ce décret de 1980. Les directives de l'OMS disent qu'il faut 4 années de formation pour être infirmier. Ça, c'est le standard mondial. Et c'est sur ce standard que nous, IPES, nous voulons nous aligner. Vous comprenez donc que si on s'aligne sur les mandats de 4 ans de formation, les EID auront des problèmes. Donc, sur le plan juridique, donc, comme je vous disais tantôt, il y a lieu d'harmoniser, il y a lieu de moderniser la législation. Le deuxième point concernant toujours la solution envisagée sur le plan académique, c'est de mettre une commission mixte qui va harmoniser les programmes de formation pour que dès la rentrée prochaine, que ce soit les établissements sous le régime e-santé, que ceux du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'ils délivrent le même programme de formation aux étudiants des deux processus. Une des mesures aussi qu'il faut prendre assez rapidement, c'est une brigade mixte impliquant le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, l'OPMS et la NIPES. On peut descendre dans les IPES pour un assainissement, pour voir la qualité des infrastructures, pour voir la qualité de l'expertise, la qualité des laboratoires et d'actualiser les autorisations pour qu'à la rentrée, tout le monde soit à jour. Nous ne sommes pas contre la remise à niveau des institutions et des infrastructures. Alors, je vous laisse poursuivre, excusez-moi. Voilà, donc, voilà pour les mesures urgentes à prendre. Mais il est maintenant question, et ça c'est le point le plus important, il y a 26 à 30 000 jeunes qui ont été formés. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Les parents sont aux abois, ils ont dépensé de l'argent pour former les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous avons des propositions. La première proposition, c'est que le ministère de la Santé et l'OPMS, en relation bien sûr avec le ministère de l'Enseignement supérieur, peuvent organiser un examen national d'admission à l'ordre, comme ça se fait pour d'autres corps de métier, pour les avocats et bien d'autres. Donc nous ne sommes pas contre ce principe-là, que les 26 000, les 30 000 étudiants diplômés de BTS en médico-sanitaire soient appelés à faire un examen national d'admission à l'ordre. Ceux qui seront admis iront, ceux qui seront retenus reprendront. Nous n'avons pas ce problème à ce niveau-là. Mais il y a une distinction que nous voulons faire observer. L'entrée dans les IPES doit rester, à notre sens, libre. Et comme ça se fait dans de nombreux pays, c'est à la fin que l'on évalue les gens. Parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir dire qu'il faut organiser des concours uniques d'entrée dans les premières années de formation en soins médico-sanitaires. Nous, au niveau de la NIPES, à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas favorables. Ceux qui voudront faire le circuit du ministère de la Santé pourront faire le concours, suivront le même programme qu'avec les gens du ministère de l'Enseignement supérieur, seront soumis aux mêmes examens à la sortie pour être inscrits à l'ordre. Maintenant, ceux qui sont entrés par le ministère de la Santé pourront être aptes à présenter le concours d'entrée à la fonction publique. Ceux qui n'ont pas fait le concours d'entrée au MINESUP ne vont pas chercher cette voie-là, mais seront qualifiés comme infirmiers, comme techniciens de laboratoire, comme
sages-femmes au Cameroun et pourront exercer dans toute la légalité. Aujourd'hui, de toute façon, ces gens-là exercent, même si c'est dans l'illégalité, même si c'est dans l'informel, mais ces gens-là travaillent. Pour récupérer des patients? Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance qu'ils ont été mal formés. Okay. Voilà. Ils ont été bien formés, mais il y a un texte, il y a un acte administratif qui devrait consacrer cette formation pour en faire des médecins, ou pas des médecins, pardon, des infirmiers, des techniciens légalement établis. Mais ils ont été bien formés, mais il n'y a pas cet accès-là, mais la qualité reste, la formation reste. Donc voilà des solutions que nous apportons pour pouvoir sortir de cette crise le plus rapidement possible. Avez-vous connaissance de la façon dont cette question se pose dans d'autres pays? Tout à fait. Comment ça se fait là-bas? Ailleurs, vous citez peut-être le pays? Alors, en Afrique de l'Ouest, par exemple, voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ce sont des diplômes, on appelle ça, c'est devenu des licences professionnelles en soins de santé et pilotées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Toutes les formations post-bac dans les pays sont pilotées, sauf lorsqu'il y a un texte particulier qui fait une exception, mais d'une manière générale, toutes les formations professionnelles post-bac sont pilotées par le ministère de l'Enseignement supérieur, que ce soit même le domaine médical. Ici au Cameroun, il n'y a pas que le domaine de la santé. Le ministère des Travaux publics aussi fait des concours, mais avec la co-signature du ministre de l'Enseignement supérieur. La plupart, sauf quelques 2 ou 3 cas, l'ENAM et autres, qui ne le font pas, mais la plupart des institutions qui font des concours après le bac le font avec la co-signature du ministère de l'Enseignement supérieur. En tant qu'association, avez-vous rencontré les responsables ministériels de cette compétence? Là, on dit MINSUP, MINSanté, qui c'est peut-être aussi, puisque tout se joue un peu au-delà, prémature, présidence de la République. Si oui, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'ils vous disent, pardon? À l'entame de cette émission, je vous ai dit, il ne nous appartient pas en réalité en tant qu'association de résoudre le problème de fond. Mais nous apportons notre part de contribution. D'accord. Alors, en termes de contribution, nous avons eu à saisir déjà le ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons eu à saisir le ministère de la Santé, nous avons eu à discuter avec l'OPMS, nous avons eu des entretiens au niveau de la primature. Donc voilà, donc il y a une démarche pédagogique, une démarche même diplomatique pour pouvoir trouver une solution de fond. Mais il y a eu une réunion au sommet le 5 juin 2024 dernier, une réunion appelée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, à l'effet de trouver une solution définitive à ce problème. À cette réunion a été convié le ministre de la Santé, l'Ordre des personnels médico-sanitaires, l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur et le COPROMES, un collectif des personnels médico-sanitaires du Cameroun. La réunion a eu quelques difficultés de démarrage en raison de l'absence du ministre de la Santé. Il s'est fait représenter par le directeur des ressources humaines. Toujours est-il que la réunion a travaillé pendant plus de 3h30, 4 heures, à l'issue duquel un communiqué conjoint a été préparé. Mais il fallait que ce communiqué soit co-signé entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé. Il nous est revenu que le projet de communiqué conjoint élaboré à l'issue de cette réunion de concertation n'a pas été validé par le ministre de la Santé qui était absent, mais qui s'était fait représenter, et si bien qu'on est encore pratiquement à la case de départ. Donc nous pensons que ce communiqué avait l'avantage d'un consensus qui avait été trouvé entre les différentes parties. Il y a des domaines dans lesquels nous n'étions pas totalement d'accord, mais lorsqu'on va en discussion, lorsqu'on va en négociation, il faut lâcher du lest. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous pensons que la discussion doit continuer, que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour régler au plus vite cette question. Vous parlez de la primature. Cette semaine, le Premier ministre a reçu les membres du gouvernement dans le cadre d'un conseil de cabinet. La principale problématique, les retards et les absences des fonctionnaires. Reportage. Voici à quoi s'exposent désormais les fonctionnaires indisciplinés et ceux toujours absents de leur poste. 30 jours d'absence irrégulière égale licenciement ou révocation d'office. C'est-à-dire que dès qu'un agent public n'aura pas été à son poste de travail pendant 30 jours, il mérite tout simplement une révocation ou
un licenciement. Il existe beaucoup d'autres mesures qui sont contenues dans le statut général de la fonction publique et dans un certain nombre de textes particuliers. Au grand mot de grand remède, tels sont les mots du Premier ministre, chef du gouvernement, dans un post ce 25 juillet sur X, anciennement appelé Twitter. La problématique est tellement grandissante qu'elle a fait l'objet du conseil de cabinet de ce 25 juillet. Le gouvernement pose le problème au moment où de nombreux secteurs de la fonction publique en font les frais. Institutions sanitaires publiques, universités d'État, cadres d'administration, contractuels, les répercussions économiques de l'absentéisme en termes de coûts associés à la perte de productivité sont énormes. Le salaire, c'est la compensation d'un travail fait. Ce n'est même pas d'un travail à faire, mais d'un travail fait. Donc, absentéisme, indiscipline, là, il faut que ça cesse. En rappel, le 21 mai 2021, le ministre de la fonction publique a signé une série d'arrêtés portant licenciement et révocation d'agents publics. 493 personnes sont frappées, un développement qui relève de la phase de contentieux de l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Voilà donc, retour sur le plateau. Alors, dites-nous, Gabriel Raoul, vous le disiez tout à l'heure, on reviendra au cours de cette émission, véritablement, dans le fond, on regarde, au-delà des textes, on regarde de la pratique, on regarde de la réalité, de la formation. Qu'est-ce qui fait problème dans le fond? Y a-t-il une opposition fondamentale d'approche entre le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Enseignement supérieur? Sont-ils en désaccord sur la formation des produits des IPS? Il serait difficile d'affirmer, mais toujours est-il qu'il y a un problème, il y a une difficulté. D'accord. Ce que nous constatons, c'est que plusieurs tentatives de réunion, que ce soit au niveau des hauts cadres du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur, ont avorté. Et comme je vous ai dit, une des réunions au plus haut sommet entre les deux ministres n'a pas permis de régler cette question. Ça signifie qu'il y a donc un problème. Je vous ai dit, le problème est passablement juridique, puisque je vous ai dit, il y a une nécessité de toilettage de la législation et de l'harmonisation de la réglementation. Ça, il y a un problème juridique. Mais le problème de fond n'est pas celui-là. Il est ailleurs. Alors, je m'en vais peut-être vous le dire. C'est que, comment comprendre que depuis 2005-2008 que les BTS existent, jusqu'en 2021, le problème ne se soit pas posé clairement? Il se trouve que depuis le foisonnement des institutions privées d'enseignement supérieur et les autorisations émises pour former dans le domaine médico-sanitaire, le nombre d'étudiants qui s'enregistrent pour les concours au niveau du MinSanté a diminué fortement. Mais comme je vous ai dit, c'est au détriment, je vais vous laisser poursuivre, au détriment de ceux qui viennent vers vous? Non, il a diminué au détriment des centres de formation agréés par le ministère de la Santé. D'accord, je vous laisse poursuivre. Alors, je vous ai dit tantôt que l'une des manifestations récentes est le fait que le ministère de la Santé a repoussé son concours d'entrée et les dates de dépôt de candidature, justement parce que le constat actuel laisse voir que le nombre d'étudiants qui sollicitent se faire former dans les centres de santé agréés par le ministère de la Santé diminue considérablement. Mais ça ne diminue pas pour rien, c'est parce que les IPES exercent un attrait fondé sur la qualité de leurs infrastructures, la qualité de leurs laboratoires et le profil de carrière académique que les IPES offrent. Et bien sûr, le fait que le concours ne soit pas une barrière pour eux. Dans les IPES, il n'y a pas de concours d'entrée, la sélection se fait sur étude de dossier. Donc, les jeunes voient en cela une facilité, mais que nous voulons contenir à travers la qualité de la formation. La qualité de la formation, encore sur ce terrain, ne peut pas être remise en cause, même s'il y a des choses à faire. Beaucoup d'IPES, et parmi les plus importants du Cameroun, ont des laboratoires qui dépassent de très loin les standards nationaux, de très loin. Il est donc question, comme je vous le disais,
que nous prenions cette question à bras-le-corps et que nous puissions trouver une solution. Nous sommes dans le chemin, nous sommes dans la détermination et nous sommes dans la conciliation, dans la concertation pour que le Cameroun sorte grandi rapidement de cette situation. Que dites-vous à ceux qui pensent que ce sont des batailles de groupes d'intérêt? Possible, parce que dans la vie, tout est intérêt, mais l'intérêt qui doit nous guider, c'est l'intérêt des enfants, c'est l'intérêt du Cameroun, c'est l'intérêt de la qualité de l'enseignement, c'est l'intérêt de la paix sociale. Au-delà des intérêts égoïstes que nous pouvons avoir, il est clair que celui qui a son centre de santé. Alors je disais tantôt que l'un des problèmes, vous avez posé, le vrai problème, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, au niveau des organes du ministère de la Santé, alors, la plupart des centres de formation agréés leur appartiennent. Okay. Donc, ils sont propriétaires des centres de formation. Vous êtes en tant que ministère de la Santé? Non, certains cadres, pas tous, okay. Certains cadres du ministère de la Santé, certains cadres de l'Office, de l'Ordre des personnels médico-sanitaires sont propriétaires de centres de formation. Mais ils n'attirent pas beaucoup d'étudiants du fait, comme je vous ai dit, de la qualité de leurs infrastructures et des perspectives moins ouvertes que celles qu'offrent les IPES. Donc, ça crée donc cette situation. Devrais-je sous-entendre qu'il y a une forme de coup en dessous de la ceinture? Oui, bien sûr. En tant que... Non, je l'ai dit sans embâche. Donc, donc, du coup, le fait que les étudiants désertent les centres de santé, les centres de formation du ministère de la Santé ou agréés par le ministère de la Santé, fait trouver des formules parallèles pour pouvoir donc diaboliser les IPES, disqualifier les IPES dans la formation. Il n'en est rien. Nous savons que des solutions vont être trouvées. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire des 30 000 étudiants que de les régulariser, soit à travers cet examen national de régularisation, d'évaluation. On ne va pas fermer les IPES qui doivent continuer à recruter. Oui, il faut changer peut-être l'appellation de BTS pour que ce soit une licence professionnelle en soins de santé. Nous n'avons pas de problème pour cela. Mais on ne peut pas retirer l'agrément aux IPES, sauf ceux qui, bien sûr, ne respectent pas les standards, ça devrait se faire, mais ceux qui sont en conformité avec la loi, en conformité avec l'assurance qualité, ne devraient pas souffrir. Dans le centre de formation, quel est le diplôme qu'on délivre? À la date d'aujourd'hui, dans le centre de formation du ministère de la Santé, c'est le diplômé d'État. Okay. Diplôme d'État. Dans les centres, dans les IPES, c'est BTS en soins de santé, option soins infirmiers, option technicien de laboratoire, option sage-femme, etc. Mais est-ce que le contenu de la formation est la même chose? Ça se rapproche beaucoup. Ce qui fait souvent la différence, ce qu'ils veulent évoquer, c'est le volume des stages pratiques. Et même là encore, c'est un faux débat, puisque comme je vous ai dit, la plupart des IPES, un grand nombre d'IPES disposent de centres de cliniques et de polycliniques, de centres de santé. Eh bien, il est prévu, c'est un texte récent du ministère de la Santé, ont prévu que les IPES peuvent, en accord avec les délégués régionaux de la santé, signer des accords pour la répartition des IPES, des étudiants des IPES dans les centres de santé publics. C'est un faux débat. Je vous ai dit, le vrai problème est celui que je viens d'évoquer et que je pense qu'une loi soit nettoyée, c'est normal, c'est depuis 1980, mais le vrai problème, c'est celui-là. Alors, je vous fais une fiction, scénario catastrophique, rien ne se décante dans ce dossier. Jusqu'où pouvez-vous aller pour trouver une solution définitive? Non, nous n'irons nulle part. Nous sommes dans la négociation. Nous sommes une association citoyenne et responsable. Nous allons toujours plaider. Nous allons avoir des actions médiatiques comme celle-ci pour expliquer, pour édifier l'opinion publique, pour apaiser, pour rassurer les parents, les étudiants de ce que les IPES travaillent dans la légalité et qu'il n'y a rien à se reprocher. Mais qu'il est aussi important de continuer la négociation avec les autres parties prenantes afin qu'une solution politique au niveau gouvernemental soit prise dans les meilleurs délais. Donc notre action se limitera à cela, au lobbying, à la discussion, à la communication pour rassurer les parents et appeler le gouvernement à trouver une solution rapide. La solution se trouve au niveau gouvernemental, pas au niveau de l'association ni au niveau de l'OPMS. À un peu plus ou moins 2 mois de la rentrée, tout comme sera. La sérénité est passablement
menacée. Mais nous sommes confiants, nous avons confiance au gouvernement de la République, nous avons confiance à notre ministre d'État et nous avons beaucoup plus confiance au ministre de la Santé puisqu'il a fait une sortie qui a été appréciée selon laquelle une solution intergouvernementale était en voie de mise en œuvre, de mise en place et nous avons confiance en cette déclaration et nous attendons donc qu'elle puisse se mettre en œuvre, notamment à travers la signature du communiqué conjoint, d'une part, qui a donné un certain nombre de mesures, dont des mesures transitoires pour pouvoir sortir de la crise. Quel est l'état d'esprit des apprenants, des parents que vous côtoyez au quotidien? Ils sont perturbés. Ils sont perturbés. Ils ne comprennent pas, c'est un peu flou dans leur esprit et le sens de notre démarche ce soir, c'est d'apporter dans cette clarification. Bon, d'après mes dernières informations, d'ailleurs ça a été rapporté par le représentant du ministre de la Santé lors du débat que nous avons conduit, à laquelle nous avons été invités dans la journée, selon laquelle une évaluation nationale pourrait être organisée dans les prochains jours pour régulariser ceux qui ont déjà leur diplôme de BTS en santé. Le BTS va changer d'appellation pour devenir licence professionnelle. Donc, il y a des solutions qui sont en cours. Donc, je pense qu'il n'y a pas un péril grave à la demeure. Il y a peut-être des malentendus que le gouvernement devrait régler très vite. Les programmes de formation doivent être harmonisés entre les deux structures, de telle sorte que celui qui est du Minsanté ou du Minisup bénéficie de la même formation, qu'on ait le même type d'infirmiers ou de personnel médico-sanitaire au Cameroun, et que la différence se fasse peut-être à la sortie, lorsqu'après avoir été inscrit à l'autre, l'un peut faire le concours pour entrer dans la fonction publique et l'autre pas. En termes de contenu, en termes de volume, quelle peut être l'incidence sur la dispense des cours, sur le contenu de tout ce que vous enseignez à ces enfants? S'il faut harmoniser. Non, s'il faut harmoniser, je pense qu'il n'y a pas un gros problème au niveau de l'harmonisation qui peut se faire en un jour. C'est une affaire de modules, c'est une affaire de PV. Il n'y a pas un problème de fond. D'ailleurs, il existait déjà un document de programme de curricula harmonisé entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. J'ai eu l'occasion de découvrir ce document au niveau de l'inspection générale des affaires académiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a déjà un document d'harmonisation qui existe et nous demandons que cela soit mis en œuvre. Alors, pour revenir un peu au niveau de l'ordre, avez-vous le sentiment qu'ils sont dans leur rôle, que d'exprimer leur désaccord avec votre approche, vous dites ils sont compétents pour cela? L'ordre a pour mission de réguler la profession des personnels médicaux sanitaires au Cameroun. C'est sa mission donnée par la loi. Nous ne récusons pas cela. Est infirmier au Cameroun celui qui est détenteur d'un diplôme d'État ou de tout document, de tout diplôme jugé équivalent. C'est l'ordre qui apprécie. Sauf que tout document, tout diplôme déclaré équivalent, cette dimension n'a jamais été prise au sérieux. Parce que le BTS aurait pu être considéré comme diplôme jugé équivalent. Le ministère de la Santé, qui à l'origine était chargé de former les gens de BEPC et de probatoire, a subitement été en train de former les gens au niveau baccalauréat. Je ne sais pas s'il y a un texte qui a autorisé cela, mais c'est le constat qui est fait sur le terrain. Donc, les gens font, que ce soit Minsanté ou Minisup, c'est 3 années de formation, avec un volume de stage pratiquement égal. Donc, il est question donc, pour nous, le volume donc, de la formation ne pourrait pas jouer, sauf peut-être quelques détails, mais le programme conjoint doit être mis en place et c'est important et urgent de le faire. Prenons cet autre reportage qui nous amène cette fois alors au niveau du ministère, du ministre d'État RGPR qui a instruit le secrétaire d'État à la Défense, notamment la Gendarmerie nationale, d'ouvrir une enquête sur la question des titres fonciers au Cameroun concernant les domaines d'appartenance de l'État. Reportage. Il y a 2 ans, Maître Charles Tchungan, passe-bâtonnier de l'Ordre des avocats, attirait déjà l'attention sur la question du foncier au Cameroun. Le foncier va être au cœur
de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il y prend garde, va connaître. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer bien. Aujourd'hui, ce que fait le MINCAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait le MINCAF? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont leur titre foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le ministre assied dans son bureau, et je peux vous en citer 10 exemples, il prend l'arrêté et dit j'annule le titre foncier du montage. C'est inacceptable. Dans une correspondance adressée au secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République répercute les très hautes instructions du président de la République qui prescrit de façon urgente la mise sur pied d'une commission mixte, CED, Gendarmerie nationale, DGSN, à l'effet d'enquêter en profondeur et d'établir les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la spoliation du domaine privé de l'État et les atteintes à la propriété foncière des particuliers au cours de la période de 2020 à 2024. C'est une question culturelle fondamentale que l'État doit absolument protéger. Si on ne fait pas ça, les conflits vont être terribles demain. Et à ce moment-là, il sera toujours trop tard. Ce qui s'est passé au Nord, ce qui est en train de se passer encore au Nord aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à la question palestinienne, à la terre et à l'eau. Il y a un problème. L'État n'a pas réussi à apaiser les contentieux sur la terre. Selon des chiffres rendus publics par la presse, 75% des affaires enrôlées devant les tribunaux au Cameroun sont liées au foncier. Souvenir, l'affaire Dikolo. Gabriel, vous dites avoir un sentiment un peu mitigé quant à la prochaine rentrée académique. Avez-vous la crainte de ce qu'il n'y ait plus cet engouement des apprenants ou des parents à venir vers vous pour inscrire leurs enfants dans vos structures? Vous pensez que la divergence, le conflit qui en ce moment pourra avoir une incidence dans ce sens-là? Oui, tout conflit peut avoir une incidence, mais nous venons d'en rassurer les parents de ce que, bien sûr, il y a un problème et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce conflit, cette polémique, cette controverse soit réglée le plus rapidement possible. Et un calendrier avait été élaboré et proposé lors de la réunion de concertation du 5 juin et sa mise en œuvre dépendant de la signature de ce communiqué conjoint qui permet à ce que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Dans les IPES, oui, parce que deux fois, il faut le dire, hein, certains parents ont menacé et agressé les promoteurs des IPES parce que les enfants n'étaient pas admis à l'ordre. Mais ce qui n'est pas... Lorsque nous inscrivons et formons un enfant, nous n'avons pas l'obligation, ce n'est pas dans le cahier des charges de l'IPES de l'inscrire à l'ordre. Nous le formons pour qu'il ait les aptitudes pour être un infirmier. Mais dans les débouchés officiels du programme officiel de formation dans les IPES en matière de médico-sanitaire, l'un des débouchés, c'est d'exercer comme personnel médical sanitaire au Cameroun. Donc je pense que oui, il y a un souci. Ce souci est sérieux, mais ça ne devrait pas perturber autrement les promoteurs. Et nous rassurons dans les parents, du moins au niveau des institutions privées d'enseignement supérieur, qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance, que les programmes et les autorisations que nous avons eues sont toujours valables, que nous allons faire des efforts aussi pour tenir compte des critiques qui ont pu être faites quant à certains IPES n'ayant pas encore les niveaux de qualité exigibles. Nous allons y travailler en tant qu'association et nous pouvons donc leur garantir qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance, à s'inscrire massivement dans les institutions privées d'enseignement supérieur et que la formation sera d'autant plus assurée, encore de meilleure qualité. Quelle incidence pourrait avoir l'organisation des concours à l'entrée des IPS dans vos structures? Alors, nous ne sommes pas a priori favorables à l'organisation générale d'un concours parce que dans les autres pays, l'entrée est restée libre. Certains font des concours, d'autres pas. Au Cameroun, au niveau de la médecine, pendant longtemps, c'était aussi sur étude de dossier. Aujourd'hui, pour faire de la médecine, il faut faire un concours national. Mais nous pensons qu'au niveau des personnels médico-sanitaires, l'accès
à la formation doit rester libre et que ce soit le concours, l'ascension à la fin de la formation qui fasse le tri. Il faut laisser la possibilité aux gens de se former et qu'à la fin de l'examen, à la fin de la formation... Donc je reviens à la question, est-ce que ça aura une incidence si jamais le concours est imposé à l'entrée? Oui, il y aurait forcément une incidence parce que ça va réduire... il y a des IPS qui ne fondent que dans la formation médico-sanitaire, qui, à l'heure actuelle, peuvent accueillir quelques 700, 800 étudiants à la rentrée. Alors, que ferons-nous donc si demain, il y avait un concours qui réduirait donc, cette possibilité à 50 ou à 100? Mais il faut dire que c'est parce que ces IPS ont investi énormément dans cette formation et que, contrairement à ce qui est dit, ils ne sont pas 1000 dans un amphi. Ce sont des petites classes de 40-50, mais réparties sur plusieurs salles de cours. Donc, je pense que à l'heure actuelle, les promoteurs, ou du moins la position de la NIPES, est de laisser libre l'accès à la formation et que la formation soit sanctionnée, l'accès à l'ordre soit sanctionné par un examen national qui fera le tri. Que coûte la formation dans un cycle BTS ou licence pro? Globalement, 450 à 500 000 francs par an. Sur 3 ans, pour la licence. Chaque année. Non, je veux dire que BTS, évidemment, c'est 2 ans, licence pro, c'est 3 ans. Non, BTS en profession médico-sanitaire, c'est 3 ans. D'accord, ok. C'est 3 ans. Ok. Ce n'est pas 2 ans. Pour la licence, ça fait 4 ans. C'est pourquoi je vous dis, c'est l'un des points d'achoppement. D'accord. Qui est un peu technique, qui est académique, mais nous, au niveau de la NIPES, la licence professionnelle en soins de santé, c'est sur 4 ans, pas sur 3. Quels sont les éléments techniques et académiques qui font problème? Au niveau des EIDE, ils le font en 3 ans. Ok. Ils le font en 3 ans. Nous, on le fait à 4 ans pour respecter d'abord les directives de l'OMS qui disent qu'un infirmier doit être formé au moins pendant une période de 4 années, assorti de plusieurs stages, une grande période de stage. Okay. Donc nous voulons respecter ça et nous sommes plus favorables à cela. C'est la raison pour laquelle, après les 3 années de formation, il faut ajouter une 4e année pour faire la licence professionnelle en soins de santé, option sage-femme, technicien de laboratoire, etc., etc. Prenons l'avant-dernier reportage de l'émission pour parler de cette prorogation des mandats des élus locaux. Les conseillers municipaux ont donc en ont bénéficié. 1 an supplémentaire, ce sera jusqu'en mai 2026. Dans la famille prorogation du mandat des élus de la nation, je demande les conseillers municipaux. Un décret signé ce 24 juillet 2024 par le président de la République est venu sans surprise confirmer ce que l'opinion savait déjà. Le mandat des conseillers municipaux, élus pour 5 ans le 9 février 2020, est prorogé du 25 février 2025 au 31 mai 2026. Comme les députés avant eux, les conseillers municipaux bénéficient de 12 mois supplémentaires, suite logique dans un pays où on a pris l'habitude de coupler ces 2 scrutins. Si on se réfère à ce que dit la loi électorale, à savoir pour qu'un parti politique puisse présenter un candidat à l'élection présidentielle, il devrait avoir au moins un élu, soit au Parlement, soit dans les collectivités territoriales décentralisées. La clause met d'office hors jeu l'un des Big Four à avoir présenté un candidat en 2018, à savoir le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sauf si l'élection municipale intervient entre le 25 février 2025 et septembre de la même année, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle, le MRC n'a aucune chance de présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais attention, si le MRC est au jeu pour la présidentielle de 2025, son président national, Maurice Kamto, ne l'est pas pour autant. La loi électorale donne en effet d'autres possibilités aux potentiels candidats voulant se présenter. Entre autres, la possibilité de se faire investir par une formation politique ayant au moins un élu, comme ce fut le cas en 2018 avec le parti Univers et le candidat arrivé 3e. Et dans ce sillage aujourd'hui, on compte environ 15 partis politiques pouvant investir des candidats à la prochaine élection présidentielle. La rentrée académique, donc, au mois d'octobre prochain, entre aujourd'hui et cette période, quelles sont les initiatives que vous prenez? Vous préparez, vous la préparez, la rentrée, je vais dire sereinement, vous la préparez, vous continuez à toquer les portes pour essayer de voir si... Qu'est-ce que vous faites?
Nous sommes dans l'attente de la signature du comité conjoint. Nous sommes dans l'attente d'une éventuelle réunion de haut niveau pour pouvoir trouver une solution consensuelle. Nous sommes dans l'attente d'une réaction de la primature si les deux ministères n'arrivent pas à s'entendre. Bref, nous sommes dans l'attente. Maintenant, en attendant, nous préparons sereinement la rentrée à travers l'aménagement des infrastructures de formation, à travers le recrutement des expertises nécessaires pour la formation, en matière également d'aménagement du calendrier académique. Donc, au niveau des IPES, les dispositions sont en train d'être prises. Sur le plan les IPES communiquent, les IPES préparent leurs infrastructures, les IPES recrutent le personnel nécessaire. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Nous serons prêts le moment venu pour continuer la formation dans le domaine médico-sanitaire. Reste que le gouvernement doit jouer sa partition afin que la cacophonie observée ces derniers temps prenne fin. Nous pensons que personne n'a intérêt à ce que cette situation perdure. Personne n'a intérêt à ce que les jeunes soient aussi perturbés. Personne n'a intérêt à ce que l'ordre social, que l'ordre public soit perturbé. Donc nous pensons que nous sommes responsables. Nous appelons nos membres à rester sereins, à attendre les indications que le ministère de l'Enseignement supérieur donnera quant à la suite de ce dossier. Quels sont vos moyens de pression ? Nous ne sommes pas un syndicat pour la pression. Nous sommes une association responsable qui contribue à l'amélioration et au développement de l'enseignement supérieur au Cameroun. Donc, nous ne sommes pas là pour presser le gouvernement, mais nous expliquons simplement, de manière responsable et républicaine, nos positions sur des points sensibles liés au développement de l'enseignement supérieur au Cameroun. À ce stade, au niveau des échanges que vous avez, y a-t-il un risque de statu quo sur la position du MinSanté? Je ne saurais le dire, mais si je m'en remets au message du ministre de la Santé, disant que le gouvernement a pris à bras le corps cette question et qu'une solution intergouvernementale sera communiqué bientôt, qui tient en compte la nécessité de la qualité du service public de la formation en personnel médico-sanitaire et des mises en cause, c'est-à-dire les étudiants qui ont été formés et les autres parties. Donc, nous nous en tenons à cela, nous faisons confiance au ministre de la Santé qui l'a déclaré par écrit et qui va en droite ligne de ce que nous souhaitons, qui est une concertation qui permet de trouver une solution le plus rapidement possible. Nous souhaitons simplement que cela se fasse vraiment très vite, de telle sorte que la préparation à la fois des concours du MinSanté et les entrées dans les IPES se fassent de manière encore plus sereine. L'existence de vos structures est-elle menacée fondamentalement à travers cette problématique? Non, pas fondamentalement, puisque les IPES ne donnent pas que des formations dans le domaine médico-sanitaire. La plupart ont plusieurs autres domaines, plusieurs autres spécialités qu'ils délivrent en termes de formation. Donc on n'est pas fondé. L'existence même des IPES, dans leur grande et large majorité, n'est pas menacée. Oui, mais il y a des IPES, des très grands IPES, qui ne font que de l'enseignement des personnels médico-sanitaires, mais généralement ceux-là aussi ont une double casquette, ont la casquette du MinSanté et la casquette du MINESUP. Puisqu'on parle de l'enseignement, reparlons de ces résultats du baccalauréat de l'enseignement général. Grosse frayeur, un peu plus de 37% seulement de réussite cette année, et du coup, tout le monde lance l'alerte pour un ressaisissement général dans l'environnement éducatif camerounais. Suivez plutôt. Pour certains, faute à la négligence des parents. Papa comme maman, chacun a foutu le camp pour aller chercher de l'argent. Et les enfants qui reviennent souvent de l'école ne sont même pas suivis. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et je trouve que les élèves ne travaillent plus vraiment. On est habitué à la facilité. Maintenant, quand ça arrive que les choses soient sérieuses, on se met à pleurer. Il faut travailler. Pour d'autres, la qualité de l'enseignement s'est considérablement dégradée dans les établissements scolaires. Le sérieux et l'application de la chose n'est pas là. Et généralement, on compte sur la position de papa ou sur l'argent de l'autre pour réussir. Si hier on a bien fait et aujourd'hui c'est mal fait, il faut qu'ils reviennent à l'ancienne méthode qui a formé des gens qui sont des responsables aujourd'hui. J'ai étudié aussi le programme scolaire qui a été donné et certaines épreuves qui sont venues à l'examen et voient que ça ne correspond pas.
il y a eu certaines épreuves qui sont arrivées qui n'étaient pas dans le programme scolaire. L'on peut cependant remédier à cette situation déplorable. Les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes maintenant. Bon, les enfants n'ont plus peur de la chicorée, n'ont peur de rien, ils font ce qu'ils veulent. Bon, et voilà toujours les résultats. Il faut qu'ils travaillent, c'est tout. Ils sont rien qu'à consacrer rien par les téléphones. Donc les enfants, il faut que nous les parents, vraiment, il faut qu'on s'engage vraiment à entretenir nos enfants. Je pense qu'aussi longtemps que le papa dispose des moyens pour subvenir, ne serait-ce qu'à une certaine limite aux besoins de la famille, la maman devrait s'atteler à suivre ses enfants. Déjà le matin avant qu'ils n'aillent à l'école, préparer leurs leçons, réviser et ainsi de suite. Et lorsqu'ils rentrent de l'école, est-ce qu'ils ont mangé, se reposer, réviser les leçons? Il faut faire un programme scolaire qui va, quand on doit faire les épreuves de l'examen, il faut que ça corresponde avec le programme scolaire. Et donc, une prise de conscience générale qui interpelle tous les acteurs du système éducatif. Alors, selon vous, en tant qu'acteur de première place, en fait, de premier rang, avez-vous le sentiment qu'il y a une approche de perception différente entre le MINSUP et le MINSanté? Fondamentalement, oui. Le ministère de la Santé semble réclamer l'exclusivité de la formation des personnels médico-sanitaires, ce que, au vu de la pratique et au niveau des textes, n'est pas prévu comme cela. Donc, il y a une différence d'approche sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan pratique, le ministre de la Santé, peut-être avait raison sur ce point, estime qu'il n'est pas suffisamment impliqué dans le processus de formation du personnel médical qu'il est censé employer après coup. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, que le ministère de la Santé soit plus impliqué dans le processus à la fois même des programmes, des évaluations et même de la diplomation. Nous n'avons aucun problème par rapport à cela, que le ministère de la Santé soit un peu plus présente dans le processus. Et je veux dire, peut-être en trahissant un peu les secrets des dieux, le ministre d'État, chancelier des ordres académiques, a fait un geste formidable au bénéfice des diplômés des écoles de formation du ministère de la Santé. Comme je vous ai dit, après les 3 années, normalement, ils n'ont pas vocation à continuer dans le processus académique universitaire. Mais le ministre d'État, lors de la réunion que nous avons eue, est resté très ouvert sur cette éventualité, donc d'accorder le cursus professionnel à ces étudiants venus des écoles du ministère de la Santé pour qu'ils puissent poursuivre les études au niveau de licence, master et doctorat. Donc c'est une ouverture formidable puisque depuis que cette loi existe, techniquement et de par la loi, ils ne peuvent pas prétendre continuer les études. Certains l'ont fait avec des mesures de contorsion de la loi, de contorsion un peu à la camerounaise, mais c'est une grosse avancée qui a été offerte par le ministre de l'Enseignement supérieur et je pense que le ministère de la Santé devrait donc saisir la balle au bon et pour qu'on aille le plus vite possible dans la recherche d'une solution globale. Et justement, recherche solution, vous disiez l'implication, le ministère de la Santé ne se sent pas forcément mieux impliqué dans le processus de formation. Que faut-il faire de plus s'il y a des solutions pour que son implication soit... Tout à fait, je vous disais qu'il y a des solutions. Premièrement, dans le processus, dans le curricula de formation. Okay. Je pense qu'un curricula adopté par les 2 ministères de manière officielle devrait permettre de régler le problème du contenu de la formation. Ensuite, les évaluations, que ce soit semestrielles ou annuelles, le gouvernement, les 2 ministères devraient pouvoir superviser le régime des évaluations, tout comme co-signer éventuellement le diplôme sanctionnant la formation. Je pense que de ce point de vue, il y aura une implication suffisante. Je ne suis pas contre, l'association n'est pas contre, qu'au moment de délivrer des autorisations de formation, que ce soit une autorisation co-signée par les 2 ministères pour pouvoir délivrer les formations. Donc, nous ne sommes pas contre. Donc, au niveau donc, des agréments
pour la formation, l'association est d'accord. Au niveau des programmes de formation, il faut que les deux ministères soient d'accord. Au niveau de l'évaluation de la formation, que les deux ministères s'entendent. Et au niveau de la signature des diplômes, que les deux ministères s'entendent. Donc voilà une solution qui permettrait donc d'impliquer de manière... mais tout en notant que le ministère de l'enseignement supérieur, de par la loi, est le ministère formateur et que le ministère de la Santé est le ministère employeur. Alors, vous disiez tout à l'heure que le problème, en fait, je veux dire, l'approche date de 2021 et que toutes les promotions antérieures exercent normalement. Elles sont intégrées dans les structures publiques, dans les promotions qui ne sont pas impliquées par... Oui, les anciennes promotions sont impliqués dans le secteur public, ils ont passé le concours, ils sont inscrits à l'ordre. Oui, cette querelle a commencé timidement dans les années 2015-2020 pour avoir son pic en 2021 lorsque le ministre a pris note pour demander à l'OPMS de suspendre la signature. Je pense que le ministre avait été mal conseillé et que s'il y avait un problème, on devait plutôt saisir le juge de la légalité pour pouvoir résoudre le problème juridique, puisque le problème a été posé sous un angle juridique, en déclarant les BTS illégaux. Je pense que la démarche qui aujourd'hui est faite est maladroite et irresponsable. De déclarer à grand corps de campagne, dans les réseaux sociaux, dans la presse, de déclarer les BTS illégales, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux. Et nous, en tant qu'association responsable, nous ne voulons pas mettre ce pays à feu et à sang. Nous voulons donc appeler les auteurs de cette campagne de cesser et de se rapprocher de l'État, que ce soit la primature, que ce soit le ministère, pour pouvoir trouver la solution, que de se répandre dans les réseaux sociaux pour opposer les parents aux promoteurs des IPES. Peut-être un dernier mot à l'endroit des parents, de tous les acteurs des deux ministères, de vos confrères, j'ai failli dire collègues de l'association, mais aussi des parents et des apprenants à avoir sorti de l'émission. Oui, je voudrais, en sortant de cette émission, remercier une fois de plus M. Dipita de nous avoir donné, et STV, de nous avoir donné cette occasion de clarifier une situation qui crée polémique, qui crée la controverse au niveau national. Et nous espérons avoir pu donner des informations qui ont pu apporter un apaisement de la situation et que notre appel sera entendu par les autorités des deux ministères afin qu'une solution rapide soit trouvée. Je voudrais remercier aussi les membres de l'association ANIPES qui sont pour certains inquiets de la situation et leur dire que le gouvernement est totalement ouvert pour ce que je sais, puisque je suis en contact avec les deux ministères, pour qu'une solution soit trouvée. Je voudrais surtout rassurer les parents et les étudiants que les IPES restent ouverts pour offrir des formations dans le domaine médico-sanitaire jusqu'à nouvel avis. Et que le BTS, même si changé d'appellation, sera toujours, la formation médico-sanitaire sera toujours assurée au sein des IPES parce qu'ils ont les autorisations nécessaires pour le faire. Le BTS pourrait changer de nom, comme je l'ai dit, mais la formation sera toujours donnée au sein des IPES. Si ça peut vous rassurer, notre rôle, c'est de donner la parole à la veuve et à l'orphelin pour faire entendre sa voix, si petite soit-elle, et que qui c'est peut-être les pouvoirs publics qui ont le pouvoir de décision apportent des solutions à ces cris d'appel. Je voudrais sincèrement vous dire merci d'être venu éclairer nos téléspectateurs sur les problématiques qui concernent ce secteur sensible, il faut le reconnaître. Il y va de la santé des populations camerounaises et du bien-être de la société. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, vous avez été dans une autre vie, sous une autre casquette, directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail aux Nations Unies. Bon, c'est un passé assez éloigné. J'ai été effectivement pendant 25 ans un cadre des Nations Unies et j'ai terminé comme directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail dans les pays de l'océan Indien basé à Madagascar. Ensuite, j'ai été également un cadre dans plusieurs autres... J'ai fait plusieurs autres choses. Aujourd'hui, je suis secrétaire exécutif national de l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur. Mais du côté d'une Samba, que je profite pour saluer tous mes frères et sœurs de Sambalais, surtout ma famille et tous mes amis.
Voilà, j'ai créé une institution privée d'enseignement supérieur, la première ISMAM de tout le département du Bongo. J'ai également créé le premier collège technique agro-pastoral de tout le Bongo, exclusivement agricole, Jeune Radio, Konsamba FM. Bref, nous apportons notre part de contribution pour le développement de notre pays. On m'appelle le fou d'un Konsamba, parce que les gens ne comprennent pas beaucoup qu'on ait laissé un poste aussi important au niveau du système des Nations Unies, qui nous assurait à la fois une aisance financière, une sécurité sociale et un prestige pour venir dans la poussière et la boue d'un Konsamba. Mais j'aime ma ville, j'aime mon village natal et tout ce que je peux faire pour lui apporter un peu plus d'espoir, c'est cela qui anime ma vision, c'est ce qui anime ma vie aujourd'hui. C'est vrai que fondamentalement, il n'y a pas de rubrique dédicace dans cette émission. Mais tant qu'à faire, on a également des téléspectateurs en Konsamba et on leur dit bonsoir. Merci infiniment Gabriel Raoul Djanko Kwesi qui était là ce dimanche. Voilà.